Dans cet extrait proposé par Éditions Eni, notre auteur Emmanuel Houdet vous présente les bonnes pratiques incontournables en matière de cybersécurité dans le cadre de votre projet de mise en conformité RGPD. Je vous propose de continuer dans la traduction de cet article 32 en action concrète par la présentation de quelques bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Alors bien sûr, ces bonnes pratiques ne sont pas exhaustives. C'est seulement des pratiques finalement assez initiales. Donc c'est pas parce qu'on a mis ces éléments en place que la sécurité garantie est assurée et que l'on n'aura pas d'incident. Maintenant que le petit avertissement a été fait, je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet. Le premier point, ça va être celui du management de la sécurité de l'information. Tout comme pour le RGPD, il faut, en face d'une responsabilité, avoir un nom qui va être le référent. Si on a un service SI, un DSI ou un RSSI, c'est parfait. Mais si on n'en a pas, c'est quand même important d'avoir en interne quelqu'un qu'on va avoir identifié, vers qui on sait qu'on peut se retourner pour poser des questions, ou vers qui on sait qu'on peut se retourner pour avoir le lien vers le sous-traitant, si c'est un sous-traitant qui est en charge de la sécurité informatique, ce qui ne pose pas a priori de problème. Ensuite, il va falloir implémenter des procédures et des chartes. Là, on est vraiment sur quelque chose de similaire à la conformité au RGPD, que ce soit par exemple une charte du télétravail, un exemple très classique en termes de sécurité, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Sensibiliser et former les collaborateurs. Tout comme le RGPD, c'est vital, c'est important. En termes de sécurité, le niveau de sécurité effective d'une structure va être celui de son maillon le plus faible. Donc si on ne sensibilise pas et qu'on ne fait pas monter tout le monde en compétences, finalement le niveau de sécurité effectif ne va pas augmenter. Et ensuite, on l'a vu à l'instant, l'amélioration en continu. Maintenant, la sécurité contractuelle et financière. Avez-vous une cyberassurance ? Si oui, quels sont les critères pour que cette cyberassurance fonctionne ? Je pense notamment à l'obligation de formation. Beaucoup de contrats de cyberassurance sont liés avec le fait que la structure doit fournir des formations en sécurité informatique. Et si c'est le cas, il faut également documenter le fait qu'on a formé. Donc bien important de regarder qu'est-ce qu'on a comme politique d'assurance en termes de cyber. Ensuite, faire la revue des contrats de sous-traitance et auditer les sous-traitants. Alors tout dépend. Quel sous-traitant ? Bien sûr, on ne va pas aller auditer tout le monde. La revue des contrats nous dira d'ailleurs si cette partie audit a été prévue ou pas. Il faudrait qu'elle soit prévue. Ça peut être un des points sur lesquels on va renégocier le contrat, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais donc on revoit les contrats et en fonction du niveau de sensibilité traité par les sous-traitants, on peut aller jusqu'à auditer des sous-traitants qui traiteraient des données à caractère personnel sensible, par exemple, ou qui traiteraient un volume de données stratégique pour l'entreprise. Là, si on s'éloigne des données à caractère personnel, il y a aussi cette notion de stratégie sur laquelle c'est important d'avoir la main sur ce que font nos sous-traitants. La sécurité organisationnelle, cartographier et avoir une cartographie à jour de l'ensemble de son système d'information, savoir exactement ce que l'on a et qu'est-ce qui sert à quoi. C'est important d'avoir une politique de gestion des mots de passe. J'insiste là-dessus, les mots de passe, c'est la porte d'entrée d'énormément de cyberattaques. Malheureusement, les pratiques individuelles sont souvent catastrophiques en termes de mots de passe. C'est très courant d'avoir des utilisateurs qui ont plusieurs mots de passe pour les mêmes comptes, qui mélangent le perso. Je vois encore beaucoup de petits post-it sur les écrans d'ordinateur ou alors de carnets sur le bureau avec des mots de passe à l'intérieur. La politique de gestion des mots de passe, c'est primordial. Donc on fixe des règles sur comment sont gérés les mots de passe et quelle sécurité doit être mise en place. Et on fait ça avec pédagogie de façon à aussi permettre aux personnes de comprendre pour que derrière elles fassent preuve de bon sens dans ce qui doit être fait ou pas vis-à-vis de la gestion des mots de passe. Ensuite, on fixe également des règles sur l'utilisation des boîtes mail et des téléphones mobiles. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mon téléphone ou pas ? Pour les téléphones mobiles, on peut par exemple penser à l'installation de l'application TikTok, qui a été refusée aux fonctionnaires de certains pays assez récemment. C'est seulement un exemple pour se dire que avec un téléphone mobile, on peut faire beaucoup de choses et qu'il est raisonnable d'avoir des règles du jeu pour que l'utilisateur sache ce qu'il a le droit de faire ou pas. C'est très fréquent qu'on interdise l'installation de logiciels sur un ordinateur. En revanche, on pense rarement à interdire l'installation d'applications sur un téléphone professionnel. C'est un exemple parmi tant d'autres sur les règles qui pourraient être données. Pour les boîtes mail, idem, est-ce que j'ai le droit de m'en servir pour une utilisation personnelle ou pas ? À qui est-ce que j'ai le droit d'écrire ? Quelle sécurité est-ce qu'il faut que je mette en place ? Quel volume de mail est-ce que j'ai le droit de conserver ? Etc. etc. Ensuite, en termes de sécurité organisationnelle, la gestion des droits d'accès, la gestion des privilèges, très très important. Qui a accès à quoi et quelle procédure est en place pour me permettre, si c'est moi qui attribue les droits, de savoir qu'est-ce que j'ouvre, qu'est-ce que je ferme, est-ce que j'ai bien une procédure pour m'assurer que tout est fermé lorsque quelqu'un s'en va,
Et est-ce que cette procédure est bien appuyée sur le principe du moindre privilège? Ce principe qui nous dit que on doit avoir accès à ce dont on a besoin strictement. Donc avoir seulement des utilisateurs habilités qui ont accès aux données. Bien sûr, aux données à caractère personnel et si on va plus loin, aux données stratégiques. D'un point de vue de la sécurité technique, ce qui découle naturellement de la gestion des mots de passe, ça va être par exemple de mettre en place du SSO ou un coffre-fort de mots de passe. Avoir une politique de sauvegarde fonctionnelle et qui a été testée. C'est très très important de faire des tests réguliers sur la politique de sauvegarde. On comprend bien pourquoi. Et si on a un partenaire, un prestataire d'infogérance, attention à ce type de contrat. Avoir des règles qui encadrent l'utilisation des supports amovibles. Et la première question à se poser dans ce domaine, c'est est-ce que je fournis des supports amovibles? Sinon, en théorie, il ne devrait pas y en avoir qui circulent dans la structure. La mise à jour systématique des logiciels, des systèmes d'exploitation et des terminaux. Le déploiement de VPN, d'antivirus, de pare-feu, d'anti-spam, etc. sur l'ensemble du parc. Donc ces points-là, en termes de sécurité technique, sont des points fondamentaux. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, mais devrait être mise en place et devrait être suivie par un responsable, un DSI, un RSSI, un service informatique ou alors un référent numérique qui aura naturellement une appétence supérieure à ses collègues pour les dossiers liés à la sécurité informatique. Retrouvez cette vidéo et bien d'autres sur www.edition-eni.fr.